Thierry Tama, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du NETS, député à l'Assemblée nationale. Nous sommes heureux de nous entretenir aujourd'hui avec vous. Alors, passons d'abord par la première question qui fait la une de l'actualité au Togo. C'est bien l'attaque dans le nord du Togo. Alors, vous, en tant qu'un ancien militaire et homme politique aujourd'hui, est-ce que vous voyez réellement une menace terroriste planer sur le Togo? Vous savez, aujourd'hui, tous les pays de la sous-région ouest africaine sont sous la menace permanente de ces groupes terroristes. On en a eu, par exemple, en Côte d'Ivoire jusqu'au Grand Bassam, sachant que le Grand Bassam, c'est quand même le littoral. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a des incursions de groupes djihadistes dans le nord Togo. On l'a déjà eu il y a de cela une année. Et cette fois-ci, la différence, c'est qu'il y a vraiment eu des accrochages entre les forces de défense qui sont déployées dans la zone. Et donc, ces éléments-là, il n'y a rien de nouveau, puisqu'il suffit juste de franchir la frontière et du côté du Burkina Faso, les populations vivent régulièrement ce genre d'attaque. Donc oui, nous sommes sous la menace de ces groupes-là qui aujourd'hui se sont répartis un peu sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Maintenant, ce que je peux dire pour nuancer, c'est que le Togo, jusqu'à ce jour, quand même, de par le maillage de ses forces de sécurité, et peut-être on peut dire d'une certaine homogénéité de sa population, arrive quand même à se préserver d'une recrudescence ou bien d'une permanence de ces attaques. Mais la menace est derrière. Alors, parlons des forces de défense togolaises. Est-ce que vous voyez aujourd'hui qu'elles sont suffisamment prêtes pour pouvoir faire face à cette menace, d'ailleurs qui n'épargne aucun pays? Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, aucune force régulière n'a réussi à gagner ce qu'on appelle les conflits asymétriques. C'est-à-dire que le conflit asymétrique, c'est que vous avez une force régulière qui est déployée, dont on connaît exactement où est-ce qu'elle se trouve, et en face, vous avez des petits groupes qui parfois interviennent sur des petites motos, qui font ce qu'on appelle le coup de main, qui disparaissent. Donc c'est extrêmement difficile de penser qu'on peut facilement vaincre ce genre de menaces-là. Mais au même moment, comme je l'ai dit, c'est que jusqu'à ce jour, la victoire des forces de défense peut, à la limite, se rapporter au fait que notre pays est plus ou moins préservé. Et si ça a été préservé, ça veut dire que, en fait, le côté tampon et prévention joue entièrement son rôle. Mais si un jour on se retrouve, comme c'est le cas par exemple au Mali, au Niger et même au Tchad, avec des forces qui attaquent des troupes conventionnelles, il est extrêmement difficile de venir à bout de ce genre de menaces. Le président de la République aujourd'hui qui est au front et qui galvanise la troupe, alors l'option, elle est la meilleure selon vous? Oui, c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, il est le chef suprême des armées. Moi, je regrette toujours le fait que dans ce genre de situation, que même les députés aussi ne soient pas associés, que ce soit de façon directe en accompagnant les chefs de l'État ou alors de façon indirecte, parce que je pense que c'est les deux pouvoirs qui ont mandat électif, hein, l'exécutif et le législatif. Mais sinon, oui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut toujours aller apporter son soutien, sa solidarité aux troupes. Et puis, comme je l'ai suivi dans la presse, renforcer le dispositif parce qu'on ne sait pas. Ça peut être le fait d'éléments isolés, mais comme ça peut être aussi des éléments précurseurs de quelque chose qui va être plus important plus tard. Monsieur Thierry Tama, on vous connaît déjà sur vos différentes positions par rapport aux questions pointues qui font l'actualité. Mais très récemment, la crise au niveau du secteur de l'éducation refait la une de tous les journaux. Et vous, aujourd'hui, lorsqu'il vous est donné l'occasion de vous prononcer un tout petit peu sur cette éventuelle crise, qui n'est pas d'ailleurs nouvelle, hein, que répondez-vous? Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui m'a heurté, moi, c'est la disproportionnalité entre la faute éventuelle, à savoir le suivi d'une grève jugée illégale, et la sanction, à savoir la déchéance de leur statut de directeur de plus de 1345 directeurs. C'est que personnellement, je trouve que c'est disproportionné entre la faute. On a dans ce pays connu des grèves sauvages et on n'a jamais eu une sanction si disproportionnée. Moi, c'est beaucoup plus à ce niveau-là que j'interviens. Sinon, il est courant de toute façon, quand les syndicats, que ce soit au Togo, c'est la santé et l'éducation, qu'il y a toujours des bras de fer
qui continue, mais sur le fond, c'est la disproportionnalité au fait de la sanction qui me paraît pas correcte. Vous imaginez un directeur d'école qui peut-être fait 20 ans sans jamais faire de faute, et puis pour le simple fait d'avoir suivi un mot d'ordre de grève, il est sanctionné sans tenir compte de ses états d'esprit et des états de service, sans tenir compte même du contexte dans lequel il a fait, sachant bien entendu qu'un directeur est aussi un enseignant et que donc il a matière à s'affilier à un syndicat d'enseignants. Donc voilà, moi là où j'interviens surtout, c'est la disproportionnalité de la sanction. Le secteur de l'éducation est celui qui a eu le plus grand financement lors de notre budget. 25% du budget va au secteur de l'éducation. Donc est-ce qu'il y a un intérêt à mettre autant d'argent dans l'éducation si, par une sanction comme celle-là, il y a un chamboulement complet, il y a des bouleversements très importants dans le secteur de l'éducation. Donc tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de reporter cette décision et éventuellement peut-être agir au cas par cas. Parce que vous savez, dans la loi portant statut général de la fonction publique togolaise, il est écrit au premier alinéa de l'article 113 que toute procédure disciplinaire doit être absolument contradictoire et commence par la demande d'une lettre d'explication. Donc je pense qu'il faut reprendre le processus. Et puis maintenant, si à la fin du processus, il y a des personnes qui mériteraient qu'on les sanctionne, nous ne sommes pas opposés à la sanction. Mais comme je le dis, c'est la disproportionnalité de la sanction et le fait que la procédure n'a pas été respectée. Une autre actualité, M. Djeritama, c'est bien l'arrestation d'un opposant, voilà, farouche au régime Gnassingbé, voilà, un proche du candidat en exil à Guillaume Kodjo, Jean-Paul Omolo, aujourd'hui placé sous mandat de dépôt après une semaine passée au SRIC. Plusieurs partis d'opposition se sont prononcés, d'autres encore jubilent, mais vous, honnête, quelle lecture faites-vous de ce scénario? Vous savez, nous avons toujours été pour la liberté d'expression et surtout dans le domaine politique. Donc, pour nous, ça ne nous pose absolument... nous sommes aussi, on va dire, gênés. La bonne expression, c'est gêné par cette arrestation qui vient encore une fois occulter les problèmes essentiels et puis qui vient encore jeter du discrédit sur notre pays. Mais au même moment, je l'ai déjà exprimé, j'ai peut-être choqué certaines personnes en disant que à partir du moment où on peut faire et cause pour une actualité ou bien une situation qui est déjà a priori considérée comme relevant d'une infraction dans le pays, à savoir la victoire du candidat de la DMK en 2020, à partir de là, c'est que en rentrant au pays, on se présentait dans une situation dont l'issue était plus ou moins fatale. Donc voilà, aujourd'hui, moi je demande à ce que M. Obono recouvre sa liberté et puisse regagner le pays dans lequel il est. Je ne pense pas qu'on gagne quelque chose à créer encore une énième affaire politique. Mais au même moment, je pense aussi que il est très important, à partir du moment où on a des positions qui sont celles que nous avons, il faut aussi partir du principe que l'impartialité de la justice peut vous mettre dans une situation où vous êtes amené à répondre de vos actes en fonction des actes que vous avez pu poser par le passé. Mais pour conclure, qu'on libère M. Obono, qui puisse retourner en Suisse et continuer ses activités, d'abord professionnelles et politiques éventuellement. Sur le continent maintenant, l'organe sous-régional commence maintenant par véritablement prendre position sur un certain nombre de sujets, notamment les coups d'État effectués au Mali et en Guinée. Et les dernières minutes nous font comprendre que le temps durcit beaucoup plus au niveau de la CEDEAO sur les mesures à prendre pour pouvoir faire revenir l'ordre constitutionnel dans ces différents pays. Beaucoup boutent d'ailleurs ces positions de la CEDEAO et la traite de faible ou alors de traîtresse à certains moments. Vous, en tant que lecteur de l'actualité, comment comprenez-vous les va-et-vient et les durcissements du ton de la CEDEAO sur ces différents pays? Dans cette situation, en réalité, montre la faiblesse de la CEDEAO. C'est qu'en fait, l'une des armes que la CEDEAO avait, c'était taper à la monnaie. C'est-à-dire que fermer les banques, la banque centrale et que l'argent ne circule plus dans les pays. On s'est rendu compte, et fermer éventuellement les frontières, on s'est rendu compte que la plupart de ces mesures-là
n'allait pas à l'encontre de ceux qui sont au pouvoir, mais beaucoup plus fragiliser le tissu social en créant plus de pauvreté. Donc à partir du moment où les moyens qui avaient de l'effet, à savoir taper à la monnaie, n'ont plus d'effet, ben je pense qu'une bonne partie des militaires ont compris qu'aujourd'hui peut éventuellement même se passer la CEDEAO, c'est ce qui est en train de se passer et au Mali et en Guinée. C'est-à-dire que les gens disent laissez-nous régler nos problèmes, parce qu'en réalité, quand on prend par exemple le cas de la Guinée, c'est que la CEDEAO n'a pas pu s'interposer au moment où éventuellement M. Condé non seulement allait un troisième mandat, mais au lendemain des élections, a plus ou moins réprimé, avec parfois vraiment assez de violence, certains manifestants. Donc aujourd'hui, la CEDEAO paraît comme un peu partisane vis-à-vis des chefs d'État au pouvoir, et c'est là où c'est ce qui constitue sa vraie faiblesse. Et je pense que nous risquons d'assister à un effet de jurisprudence, parce que si la CEDEAO n'arrive pas à faire entendre raison, entre guillemets, les militaires au Mali et en Guinée, on risque d'avoir une multiplication de coups d'État dans les pays africains, parce qu'autrefois c'était ce bras de fer de la communauté internationale qui permettait à la limite au pouvoir civil de se maintenir, parce que chaque fois qu'un militaire faisait un coup d'État quelque part, on lui donnait un très court préavis pour qu'il puisse se rendre au pouvoir civil. Donc vous êtes d'accord qu'aujourd'hui la CEDEAO ne joue plus vraiment son rôle? La CEDEAO a perdu une bonne partie de sa crédibilité, de son efficacité. Je pense que peut-être qu'il faut repenser les têtes de la CEDEAO pour voir comment est-ce qu'il faut parfois tenir compte aussi du contexte dans lequel le pays est. Et ça ne sert à rien, par exemple, de forcer à organiser des élections quand les conditions ne sont pas réunies. Là-dessus, tout en continuant à condamner les coups d'État, je pense que quand les conditions sont réunies, ne sont pas réunies, ça ne sert à rien de rester sur des positions dogmatiques en disant oui, organiser des élections, il faut que les conditions soient réunies. Et ça ne sert à rien d'organiser des élections qui produisent des effets qui sont au mieux équivalents à la situation hantée, ou parfois pire que la situation hantée. Je rappelle quand même que le Mali, comme la Côte d'Ivoire et comme la Guinée, sont des pays qui ont connu des coups d'État militaires sur ces 10 dernières années, et que c'est là aussi cette même CEDEAO qui avait forcé à ce qu'on organise des élections avec des civils. Donc du coup, si c'est toujours la même recette qu'on donne, d'avoir toujours aussi les mêmes résultats. Monsieur le directeur, merci. C'est moi qui vous remercie.